J'avais 8 ans lorsque mon monde s'est effondré. C'était une soirée chaude. Le genre de soirée où le soleil peint le ciel de douces nuances de rose et d'orange. Je me souviens d'avoir été assise sur le siège arrière, mes petites mains serrant mon lapin en peluche, alors que nous roulions sur la route familière menant à la maison de grand-mère. Je n'avais pas peur. J'adorais rendre visite à ma grand-mère. Elle avait toujours des biscuits frais qui l'attendaient. Elle m'accueillait toujours avec un câlin chaleureux qui sentait la lavande et les vieux livres. Mais cette nuit-là était différente. Lorsque la voiture s'est arrêtée dans l'allée, ma mère s'est retournée sur son siège, l'expression crispée. Nous avons juste besoin d'un peu de temps pour comprendre les choses, dit-elle doucement, en évitant mon regard. Sois gentille avec grande-mère. C'est tout. Pas de longues explications. Pas de câlin d'adieu. Juste ces mots prononcés trop prudemment. Comme si elle les avait répétés 100 fois dans sa tête. J'ai acquiescé, trop jeune pour comprendre le poids de ce qui se passait. Trop confiante pour croire autre chose que ce qu'elle m'avait dit. Je suis sortie de la voiture. Mon petit sac à dos en bandoulière. Grande-mère se tenait à la porte d'entrée et souriait chaleureusement. Mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle savait déjà. Elle s'est agenouillée et m'a prise dans ses bras. Mais je l'ai à peine remarqué. La voiture de mes parents sortait déjà de l'allée. Attendez, criai-je, ma voix s'élevant sous l'effet de la panique. J'ai fait un pas en avant, m'attendant à ce qu'il s'arrête. Je m'attendais à ce que ma mère baisse la vitre et me dise que c'était une erreur. Mais ils ne se sont pas arrêtés. La voiture a tourné sur la route et en quelques secondes, ils avaient disparu. Je suis restée figée, fixant la rue vide. Le cœur battant. Ils allaient revenir. Il le fallait. Ce n'était que temporaire. Il fallait qu'il en soit ainsi. Ce soir-là, grand-mère m'a préparé mon dîner préféré, en essayant de me remonter le moral, mais j'ai à peine touché à ma nourriture. Elle m'a mis au lit en fredonnant une berceuse. Mais dès qu'elle a éteint la lumière, j'ai enfoui mon visage dans mon oreiller et j'ai sangloté. Le lendemain, je me suis assise à la fenêtre, regardant la route, attendant que leur voiture s'arrête. Ils n'arrivaient pas. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. J'attendais toujours. Chaque jour, après l'école, je me précipitais à la fenêtre, le cœur battant au son d'un moteur qui s'approchait, mais la déception s'installait au fond de ma poitrine quand ce n'était pas eux. Chaque nuit, je pleurais pour m'endormir, murmurant la même question dans l'obscurité. Pourquoi n'étais-je pas assez bien? Grand-mère ne m'a jamais laissé me noyer dans ses pensées. Elle s'asseyait à côté de moi, me caressait les cheveux, sa voix était ferme et chaleureuse. Certaines personnes ne sont pas prêtes à devenir parents. Mais ce n'est pas de ta faute. J'y voulais la croire, mais je n'arrivais pas à me défaire de la vérité qui s'installait au plus profond de mes os. Ils n'étaient pas seulement absents. Ils avaient choisi de partir. Et la vie avec grand-mère Rose n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu auparavant. Elle était intelligente, sophistiquée et disciplinée. Pourtant, elle avait d'un cœur des plus chaleureux. Elle vivait dans une maison modeste, conduisait une vieille berline qui avait plus de kilomètres que je n'en avais de souvenir, et travaillait toujours comme directrice de lycée, même si elle n'en avait pas besoin. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé à quel point elle était riche. Mais grand-mère ne s'est jamais souciée de l'extravagance. Elle croyait au travail acharné, à l'éducation et à la dignité. Elle avait un sens aigu des affaires, lisant souvent les journaux financiers avec son café du matin, mentionnant avec désinvolture des investissements que je ne comprenais pas à l'époque. Mais malgré son succès, elle n'a jamais laissé l'argent la définir. C'est sous sa tutelle que je me suis épanouie. Elle a encouragé ma passion pour les sciences, alimentant ma curiosité avec des livres, des expériences et d'interminables discussions sur le fonctionnement du monde. Elle a engagé des tuteurs lorsque j'avais des difficultés, sans jamais me laisser croire que je n'étais pas à la hauteur. Chaque soir, elle s'asseyait à la table de la cuisine avec moi, m'aidant à faire mes devoirs les plus difficiles, jamais impatiente, jamais condescendante. Le savoir, c'est le pouvoir, ma douce, disait-elle avec un sourire complice. Tais-toi, ma chérie,
tu vas changer le monde. Est la première fois que je l'ai vraiment cru. C'est lorsque j'ai remporté la première place à l'Expo Sciences de l'État, à 13 ans. J'avais travaillé pendant des mois sur mon projet, me plongeant dans des recherches, testant, échouant et testant à nouveau. Je ne m'attendais pas à gagner, me tenir sur cette scène, entendre prononcer mon nom, m'a semblé surréaliste. J'ai serré mon trophée d'une main tremblante, cherchant dans la foule jusqu'à ce que je la trouve. Grande-mère Rose se tenait au fond de l'auditorium, rayonnante de fierté, les mains jointes. Ce soir-là, elle a organisé une grande fête à la maison, invitant tous mes amis, mes professeurs et même ses collègues de travail. Et la maison était remplie de rire, de musique et de l'odeur de ces fameuses lasagnes maison. C'est ma fille, avait-elle chuchoté en me serrant fort dans ses bras. Tu ne fais que commencer. À ce moment-là, j'ai su que je n'avais plus besoin d'attendre près de la fenêtre. J'ai cessé de penser à mes parents, d'espérer qu'ils reviennent, de me préoccuper des raisons de leur départ. J'avais grande-mère, et elle me suffisait amplement. Les années ont passé, et avant même que je m'en rende compte, je me trouvais dans un restaurant magnifiquement décoré, en train de fêter mon 18e anniversaire. Grande-mère avait loué son endroit préféré en ville, remplissant l'espace avec mes amis les plus proches, mes professeurs et mes mentors. Elle apportait un toast, d'une voix ferme et pleine de fierté, en parlant de la jeune femme que j'étais devenue. Mais c'est après la fête, lorsque les invités sont partis, qu'elle m'a tendu la petite boîte en velours. En l'ouvrant, j'ai découvert une délicate chaîne en or avec un minuscule pendentif en forme de clé. C'est plus qu'un simple bijou, dit-elle en m'observant attentivement. Un jour, tu comprendras. J'ai passé mes doigts sur les bords lisses de la clé, troublé mais touché. C'est pour quelque chose ? J'ai demandé. Mais elle s'est contentée de sourire. Tu le sauras le moment venu. Je n'ai pas insisté davantage. À l'époque, je n'avais aucune idée que ce serait notre dernière fête ensemble. Je ne savais pas que 3 mois plus tard, tout changerait à nouveau. Je n'aurais jamais pensé la perdre sitôt. L'appel est arrivé au milieu de l'après-midi. Je venais de terminer un projet de classe lorsque mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre, pensant qu'il s'agissait d'un de mes amis. Mais dès que j'ai entendu la voix à l'autre bout du fil, tout s'est arrêté. Emma, c'est au sujet de ta grand-mère. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, elle n'était déjà plus là. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une crise cardiaque, rapide et indolore. Mais la douleur que j'ai ressentie était tout sauf cela. Elle m'a transpercée, m'a vidée de l'intérieur. Un instant, elle avait été là, mon roc, ma famille, mon monde entier. L'instant d'après, elle n'était plus là. J'ai traversé les jours suivants dans le brouillard. Des dispositions ont été prises. Les gens murmuraient leurs condoléances. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Les funérailles ont été magnifiques, comme elle l'aurait voulu. Ses anciens élèves remplissaient l'église, debout en rang tranquille, racontant comment elle avait changé leur vie. Certains ont raconté comment elle les avait poussés à se surpasser, comment elle avait cru en eux quand personne d'autre ne le faisait. D'autres ont raconté des histoires de gentillesse, des moments où elle les avait aidés d'une manière dont personne n'avait jamais eu connaissance. J'étais assise au premier rang, serrant le minuscule collier de clés en or qu'elle m'avait offert, m'efforçant de respirer malgré le chagrin qui pressait ma poitrine. J'étais seule maintenant. Ou du moins je le croyais. C'est alors qu'ils sont entrés. Je l'ai senti avant même de tourner la tête. Ce picotement aigu et inquiet le long de ma colonne vertébrale. Le poids des vieux fantômes qui entrent dans la pièce comme s'ils avaient le droit d'y être. Je me suis retournée lentement, et ils étaient là. Les cheveux de ma mère étaient striés de gris, son visage autrefois poli était un peu plus usé. Mon père avait pris du poids, et son assurance habituelle semblait forcée. Mais leurs yeux, eux, n'avaient pas changé. J'avais passé 10 ans à essayer de les oublier. Et pourtant, je les aurais reconnus n'importe où. Mon cœur battait contre mes côtes, mes doigts se resserraient autour du collier. Ils s'approchèrent de moi avec un souci pratique. Les visages se sont arrangés pour former des masques de chagrin. Emma, ma chérie, murmura ma mère en me tendant la main.
Je me suis éloignée avant qu'elle ne puisse me toucher. Nous sommes venus dès que nous l'avons appris. Mon père ajouta, secouant la tête solennellement, comme s'il avait le droit de la pleurer. Nous sommes désolés pour ta grande-mère. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais plus respirer. Cela faisait 10 ans que j'attendais près de la fenêtre. Pendant 10 ans, j'avais imaginé ce moment, rêvé de ce que je dirais si jamais il revenait. Mais maintenant qu'il se tenait devant moi, je ne ressentais que de la rage. Tu rentreras à la maison avec nous. Bien sûr, poursuit ma mère, la voix un peu plus ferme. Tu es encore mineur pour quelques mois. Et nous sommes les tuteurs légaux. L'air se vide de mes poumons. J'ai à peine réussi à sortir les mots. Je n'irai nulle part avec toi. L'expression de ma mère se durcit. Emma, ne sois pas difficile. Nous sommes tes parents. Tu n'as pas le choix. Une froideur familière s'installa en moi. C'était bien cela. Ils n'étaient pas venus pour moi. Ils étaient venus pour ce que grand-mère avait laissé derrière elle. Mais avant que je puisse répondre, une autre voix a coupé la tension. En fait, c'est une voix grave qui m'a interrompu. Elle n'a que l'embarras du choix. Nous nous sommes tous retournés. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume coûteux, s'est avancé, tenant une mallette en cuir. Il était calme, posé, comme s'il avait attendu ce moment précis. Je suis James Morrison, l'avocat de Rose Montgomery. Et nous devons discuter de son testament. Pour la première fois depuis que mes parents sont entrés, j'ai vu quelque chose changer dans leurs expressions. La cupidité. Les yeux de ma mère ont vacillé, avec un intérêt mal dissimulé. Mon père redressa sa cravate, jetant un coup d'œil à la mallette. Il n'essayait même plus de prétendre qu'ils étaient là pour moi. James Morrison leur a adressé un sourire poli et professionnel. Entrons dans un salon privé. Il y a des choses qui doivent être réglées immédiatement. Alors que je le suivais, mon cœur battait la chamade. Mes parents étaient revenus dans ma vie. Comme s'ils avaient encore le contrôle sur moi. Mais quelque chose me disait qu'ils allaient avoir un réveil très brutal. Et la salle privée à l'intérieur de l'église semblait trop petite, l'air était chargé de tension. La table en bois poli qui nous sépare aurait pu être un champ de bataille. Mes parents étaient assis de chaque côté de moi, mais ils ne me regardaient pas. Leurs yeux étaient rivés sur l'homme qui se trouvait en face de nous. James Morrison, l'avocat de grande-mère Rose. James était inébranlable, son expression indéchiffrable alors qu'il sortait méthodiquement des piles de documents de sa mallette. Il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant, quelqu'un qui s'était préparé pour ce moment précis. Avant de commencer, dit-il en ajustant ses lunettes, « Mademoiselle Emma, puis-je voir votre collier ?» J'ai hésité. Mais j'ai lentement attrapé la clé en or que j'avais autour du cou et je l'ai soulevée pour qu'il la voie. James a hoché la tête en signe d'approbation. Parfait, mes parents échangent un regard confus. Mon père se racla la gorge. Que est-ce qu'un collier a à voir avec tout ça? James l'ignora et ouvrit la première page des documents juridiques. Maintenant, procédons à la lecture des dernières volontés et du testament de Rose Montgomery. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. James a commencé à lire les formalités légales. Mais mon esprit dérive. Ce n'est pas réel. Cela ne peut pas être réel. Grande-mère était censée être ici. J'ai serré le collier dans ma paume, essayant de me stabiliser. Et ensuite, à ma petite fille bien-aimée, Emma Grace Montgomery, je lègue l'ensemble de mes biens, y compris toutes les propriétés, les investissements, les comptes bancaires et les entreprises. Actuellement évalués à environ 47 millions de dollars. Les mots m'ont frappé comme un raz de marée. Et la salle s'est mise à trembler. Quoi? Ma mère s'est levée de sa chaise, son visage prenant une teinte rouge inquiétante. C'est impossible. Elle était directrice d'école. Mon père a tapé du poing sur la table. C'est forcément une erreur. Nous sommes ses enfants. Comment a-t-elle pu tout laisser à un adolescent? James, imperturbable, tourne calmement la page. Il n'y a pas d'erreur.
Rose Montgomery était une investisseuse exceptionnellement intelligente. Tout en consacrant sa vie à l'éducation, elle a construit les investissements Montgomery à partir de zéro et a maintenu un portefeuille d'actifs de grande valeur. Selon ses souhaits, tout cela appartient désormais à Emma. Les narines de mon père se sont dilatées. Ce n'est pas juste. Nous l'avons abandonné. James l'interrompit doucement. Vous avez laissé Emma à la garde de Rose il y a 10 ans. Et légalement, vous avez renoncé à vos droits. Il fouilla dans sa mallette et en sortit un autre document qu'il fit glisser sur la table. Les mains de ma mère ont tremblé lorsqu'elle l'a saisi. Ses yeux ont parcouru la page et son visage s'est vidé de ses couleurs. Il s'agit d'une copie des documents d'abandon légal que Rose a déposés, poursuit James. Vous n'avez jamais répondu à la convocation du tribunal et elle a obtenu la garde complète. Vous n'êtes plus les tuteurs légaux d'Emma depuis très longtemps. Je les ai regardés fixement, attendant une réaction. Une reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Mais je l'ai vu sur leur visage. Ils n'étaient pas horrifiés de m'avoir abandonné. Ils étaient horrifiés par le fait que leurs actes avaient des conséquences. Les mains de ma mère se sont recroquevillées en point. Cette volonté ne peut pas être réelle. Elle a clairement été manipulée. Nous allons le contester. James n'a pas scié. Vous pouvez essayer. Mais je vous assure que chaque document est hermétique. Elle avait prévu ça. Chaque signature. Chaque clause. Chaque transfert financier. Fait avec une précision légale. Mon père s'est penché en avant, serrant les dents. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous renoncions à la fortune de notre propre mère. James a croisé son regard avec aisance. Vous l'avez déjà fait. Il y a 10 ans. Silence. Je resserrai ma prise sur mon collier. Mes doigts se pressèrent contre la surface lisse de la clé. C'était vraiment en train d'arriver. Tout venait de changer. James se racla la gorge. En outre, le testament précise qu'Emma doit être légalement émancipée immédiatement. Une fiducie a été créée en son nom pour assurer sa sécurité financière. Ma mère secoua la tête, la voix tranchante. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne sait pas comment gérer ce genre d'argent. C'est exactement pour cela que Rose a passé des années à la préparer. Répliqua James. Et pourquoi elle s'est assurée qu'aucun d'entre vous n'aurait jamais accès à un seul parfum. Le visage de ma mère se tordit de fureur. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Emma. Siffla-t-elle. Son ton est soudain d'une douceur maladive. Laisse-nous t'aider. Nous sommes de la même famille. J'y ai relevé mon regard et trouvé enfin, ma voix. Où était la famille quand vous m'avez quitté? Ils n'ont pas répondu. Où était la famille ces 10 dernières années, pendant que grand-mère m'élevait? Ma voix a tremblé. Mais je n'ai pas reculé. Vous n'êtes pas venu ici pour moi. Tu es venu pour l'argent. Mon père expire durement. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes ici maintenant. Nous pouvons arranger les choses. J'ai laissé échapper un rire creux. Arranger les choses. Je repoussai ma chaise et me levai. Mes mains sont toujours serrées en poing. Tu crois que tu peux revenir dans ma vie parce qu'il y a de l'argent en jeu? Que je te laisserai faire. Leur silence était une réponse suffisante. James redressa ses papiers. Son expression était indéchiffrable. Il y a encore une chose. Je me retournai lorsqu'il fit glisser une enveloppe scellée vers moi. Rose t'a laissé une lettre, dit-il doucement. Elle a demandé que tu la lises seule. J'y déglutis difficilement et tendis des mains tremblantes. Le poids de l'enveloppe me semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté. J'y me suis retourné sans un mot de plus, me dirigeant vers la porte, laissant mes parents derrière moi. Parce qu'ils m'avaient déjà abandonné une fois. Et je n'allais pas les laisser recommencer. J'y me suis assise seule sur l'un des bancs vides de l'église, la lettre tremblant dans mes mains. Les voix de la salle privée étaient étouffées maintenant, lointaines, juste un bruit de fond pour la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. J'ai tracé mes doigts sur l'enveloppe, mon nom écrit dans l'écriture familière de grand-mère. Je n'étais pas prête.
Je ne voulais pas voir ces mots sur le papier au lieu de les entendre de ses lèvres. Mais elle avait laissé cette enveloppe pour moi, sachant que ce moment viendrait. Prenant une profonde inspiration, je l'ai ouverte. Emma, très chère Emma, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et si je connais un tant soit peu tes parents, ils se sont déjà manifestés, faisant semblant de s'intéresser à toi, faisant semblant d'être en deuil. J'aimerais pouvoir t'épargner cela. Mais il y a des choses que tu dois savoir. Tu t'es toujours demandé pourquoi ils étaient partis. Je l'ai vu dans tes yeux, la façon dont tu attendais près de la fenêtre, la façon dont tu posais de moins en moins de questions au fil des années. Je n'ai jamais voulu t'accabler avec la vérité, mais maintenant il est temps. Tes parents ne t'ont pas seulement abandonné, Emma. Ils ont essayé de tout me voler. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je me suis forcée à continuer à lire. Il y a des années, ils pensaient pouvoir être plus malins que moi. Ton père, mon propre fils, et ta mère ont essayé de transférer tous mes biens à leur nom pendant que j'étais en voyage d'affaires. Ils ont supposé que je n'étais rien de plus qu'un directeur d'école naïf, ignorant comment gérer ses propres finances. Ils pensaient que je ne le remarquerais pas. Mais c'est ce que j'ai fait. Lorsque je les ai confrontés, je leur ai donné le choix. Ils pouvaient rester, vivre modestement, travailler dur, reconstruire leur vie avec intégrité, ou partir et ne rien obtenir. Ils ont choisi l'argent, Emma. Ils ont préféré l'argent à leur propre fille. Les larmes ont brouillé ma vision. Mes doigts ont serré la lettre si fort qu'elle a failli se déchirer. Pendant toutes ces années, je m'en suis voulu. Je m'étais demandé ce que j'avais fait de mal. Pourquoi je n'étais pas assez bien pour qu'ils restent. Mais il n'avait jamais été question de moi. Il n'avait jamais été question d'amour. Il s'agissait toujours de cupidité. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai continué. Je n'ai jamais regretté de t'avoir accueilli. Tu étais le plus beau cadeau qu'il m'ait donné sans le savoir. En te regardant grandir, en voyant ta gentillesse, ta force, ton intelligence, j'ai su que je devais te protéger. C'est pourquoi je ne t'ai jamais parlé de l'argent. Je voulais que tu grandisses en connaissant la valeur du travail, de la persévérance, de la construction de quelque chose pour toi-même. Mais maintenant, tu dois connaître la vérité. Ils essaieront de te manipuler. Ils mentiront. Ils feront semblant de s'intéresser à toi. Ne les croyez pas. Vous êtes plus forte qu'ils ne le croient. Vous êtes une femme Montgomery. Et nous ne nous brisons pas facilement. Tout mon amour, grande-mère Rose. Je suis restée assise là, la lettre tremblant dans mes mains, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. La vérité m'a submergée par vagues. Ils ne m'avaient pas seulement abandonnée. Ils avaient essayé de voler leur propre mère. Quand ils n'y étaient pas parvenus, ils s'étaient éloignés, me laissant derrière eux comme une pensée après coup. Non pas parce qu'ils se débattaient. Pas parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que l'argent comptait plus pour eux que leur propre enfant. Un rire aigu et amer m'a échappé. Ils pensaient pouvoir revenir dans ma vie et prendre ce qui n'était pas à eux. Ils pensaient que je serais faible. Que j'attendrais désespérément l'amour que j'avais autrefois imploré. Mais grande-mère l'avait vu venir. Elle m'avait préparé à ce moment. J'ai essuyé mes larmes, redressé mon dos et serré la clé autour de mon cou. J'avais passé 10 ans à les attendre. Mais maintenant, il était temps pour eux de me voir partir. Ils n'ont pas abandonné facilement. Pendant des mois, mes parents ont tout essayé pour prendre ce qui n'était pas à eux. Ils ont engagé des avocats pour contester le testament. Ils ont été déboutés. Ils ont prétendu que grande-mère Rose était mentalement inapte lorsqu'elle l'a écrit. Il a été prouvé que c'était faux. Ils ont même tenté de faire valoir qu'à 18 ans, j'étais trop jeune pour gérer une telle fortune. Ce n'est pas pertinent d'un point de vue juridique. À chaque fois, ils se sont heurtés à un mur. Parce que grande-mère avait tout prévu. Son testament était hermétique. Chaque document avait été parfaitement classé. Chaque clause était étayée par des années de préparation juridique. Il n'y avait aucune faille, aucun point faible. Pourtant, mes parents refusaient toujours de l'accepter.
Leur dernier acte de désespoir a eu lieu 3 mois plus tard. Ils ont fait irruption à Montgomery Investment, exigeant d'être entendus. J'étais en réunion lorsque la sécurité a appelé, demandant ce que je voulais faire. J'aurais dû leur dire de raccompagner mes parents. Mais quelque chose en moi me disait d'en finir moi-même. Je me suis tenue droite et j'ai marché jusqu'au hall d'entrée. Je suis sortie de l'ascenseur dans un costume bleu marine sur mesure. L'un des vêtements préférés de ma grand-mère, que j'ai revendiqué comme le mien. Le collier de clés était posé contre ma clavicule. Un rappel silencieux de qui j'étais maintenant. Ils m'ont vu immédiatement. Tu ne peux pas nous empêcher d'entrer. Ma mère a claqué, sa voix se répercutant sur les murs de marbre. C'est l'affaire de notre famille, ajouta mon père. Son visage rougit de colère. Je répondis calmement à leur regard et croisai les bras. Non, c'est la mienne. Ma mère s'est moquée. Nous t'avons élevé. Tu n'aurais rien sans nous. Un rire amer m'échappa. Vous ne m'avez pas élevé. C'est grande-mère qui l'a fait. Ses yeux se sont rétrécis. Tu ne peux pas nous effacer, Emma. Nous sommes toujours tes parents. J'ai fait un pas de plus, en baissant la voix. Tu m'as quitté. Maintenant, c'est moi qui te quitte. Ils ne s'attendaient pas à ça. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans leurs yeux. Non pas de perdre de l'argent, mais de perdre leur dernière parcelle de contrôle sur moi. Mais mon père s'est redressé. La mâchoire serrée. Si vous ne nous laissez pas entrer, nous rendrons l'affaire publique. Les médias adoreront l'histoire d'une adolescente gâtée qui vole l'héritage légitime de ses parents. J'ai penché la tête, les étudiants. Je les ai étudiés. Disler, ma mère a cligné des yeux. Quoi? J'ai fait un pas en avant, ma voix étant claire et non hésitante. Raconte au monde comment tu as abandonné ta fille de 8 ans. Leurs visages ont pâli. Dis-leur comment tu as essayé de voler ta propre mère. Comment tu as renoncé à tes droits. Comment tu as disparu pendant 10 ans et n'es revenu que lorsque tu as senti l'odeur de l'argent. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Continue. J'ai insisté. Dis-leur tout. Le feu dans les yeux de ma mère s'est éteint. Elle jeta un coup d'œil à mon père, cherchant un argument et une échappatoire. N'importe quoi. Il n'y en avait pas. Parce qu'ils avaient perdu. Ils n'étaient pas les victimes. Ils étaient les méchants. Et maintenant? Ils le savaient enfin. Un silence pesant remplit l'espace entre nous. Je pouvais le lire sur leur visage. Le moment où ils ont réalisé qu'il n'y avait plus rien à défendre. Ils avaient tout misé et n'avaient rien gagné. Comme avant. Et la lèvre de ma mère s'est retroussée. Sa voix était à peine un murmure. Tu vas le regretter. J'ai souri. Non, je ne le regretterai pas. Et juste comme ça, ils se sont retournés et sont partis. Ils sont sortis par la porte, ils sont sortis de ma vie. Pour de bon. J'ai laissé échapper un souffle. Je n'avais pas réalisé que je me retenais. C'était fini. J'ai jeté un coup d'œil à la clé autour de mon cou. Mes doigts en tracent les bords. Grande-mère avait raison. J'étais une femme de Montgomery. Et nous ne nous brisons pas facilement. J'étais assise dans l'ancien bureau de ma grand-mère, mon bureau à présent. Tandis que James Morrison branchait une clé USB sur son ordinateur portable. L'écran s'est mis à clignoter. Et elle était là. Grande-mère Rose. Son sourire chaleureux et familier. Ses yeux pleins de sagesse. Elle avait l'air en bonne santé, forte. Elle a dû enregistrer ceci juste avant de mourir. Emma. Ma fille chérie. Commence-t-elle? Sa voix est stable. Si tu regardes ça, c'est que tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Et je te connais, ma chérie. Je sais que tu es assez forte pour y faire face. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Mes mains se sont agrippées au bras du fauteuil. Tes parents sont venus à mon enterrement. N'est-ce pas? Elle a gloussé légèrement.
Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont cru qu'ils pouvaient prendre ce qui ne leur avait jamais appartenu. Les larmes me montent aux yeux. Mais je refusais de cligner des yeux. Mais je ne t'ai pas laissé que de l'argent, Emma. Je t'ai laissé une mission. La vidéo montre des images d'enfants qui sourient, qui rient, qui jouent. J'ai créé la fondation Montgomery en secret, en utilisant notre richesse pour aider les enfants abandonnés et négligés. Et maintenant, elle est à vous. Vous en serez le directeur. Tu décideras du nombre de vies que nous changerons. Je presse ma main contre ma poitrine. Le poids du collier de clé m'ancre dans le sol. Utilise notre fortune pour le bien, Emma. Pas pour amasser, pas pour contrôler, mais pour élever les autres. C'est notre véritable héritage. L'écran est devenu noir. J'ai expiré. Un étrange sentiment de paix s'installa en moi. Pendant des mois, je m'étais préparé à la bataille, m'opposant à des parents qui n'avaient jamais mérité ce titre. Il était maintenant temps de construire quelque chose de plus grand que. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. J'ai officiellement pris le contrôle des investissements de Montgomery. En rencontrant les membres du conseil d'administration qui avaient travaillé avec Grandma pendant des années. Au début, ils étaient sceptiques. Une adolescente à la tête d'un empire de plusieurs millions de dollars. Mais dès que je suis entré dans la salle du conseil en portant l'ancien blazer de grande-mère, j'ai vu les sourires complices sur les visages de ceux qui l'avaient le mieux connue. Ils la voyaient en moi. Je n'étais pas seulement une héritière accédant à la richesse. J'étais une femme de Montgomery. Il y a des choses que j'ai choisi de ne pas changer. La vieille Toyota de grande-mère trônait toujours dans mon garage, même si je pouvais m'offrir toutes les voitures que je voulais. Je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. Elle me rappelait mes origines. La femme qui avait bâti un empire mais qui avait choisi de vivre simplement. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède. C'est ce que l'on en fait. Alors que je signais la première série d'approbation de bourse pour des enfants abandonnés, j'ai enfin compris. Je n'étais pas seulement l'héritière de grande-mère. J'étais son héritage.